Alexandre, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu ici à Metz pour cet événement, la 9e édition d'Eugène, cette deuxième journée. Tu entres, alors je vais lire ce petit texte que j'ai préparé et tu vas comprendre que c'est très très sympathique comme texte parce qu'on reste finalement dans ce qui se passe depuis tout à l'heure. Tu entres dans la catégorie des chefs d'entreprise et investisseurs à succès. En gros, grâce notamment à ton flair, à une série de choix judicieux, tu es maintenant gavé de pognon. Hein, on peut dire ça comme ça. Et plutôt que de le garder pour toi, alors ça c'est quand même presque décevant, n'est-ce pas? Tu t'es tourné vers le partage et la solidarité. Bien entendu, je suis dans l'humour, hein, j'espère que vous l'avez compris, parce que c'est absolument pas décevant. J'ai utilisé en introduction le terme de philanthropie, qui est un terme qui est peut-être un petit peu désuet finalement, et je crois que tu aimes à le dépoussiérer, on va en discuter. Alors, deux questions en une. D'où vient cette motivation? Parce que c'est un vrai cap que tu prends à un certain moment de ta vie. Et donne-nous, s'il te plaît, ta propre définition de la philanthropie. Déjà, merci beaucoup à tous d'être présents. Un peu plus. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux ou bien? Ça va? D'accord. Okay. Ils m'entendent bien. Tout va bien. Donc merci de m'avoir invité déjà. Ravi d'être avec vous aujourd'hui à Metz. Ouais, la philanthropie, je trouve que c'est un terme évidemment très désuet. C'est un terme du 19e siècle. D'ailleurs, je pense que c'est pas forcément ça qu'il faut mettre en avant. Je pense que c'est plutôt le devoir citoyen. Donc, tu disais que j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est un terme différent que tu as utilisé, mais c'est comme ça que oui, c'était volontaire. Je le traduirai. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé beaucoup pour posséder le plus, en fait. Moi, je suis parti très tôt du principe que j'allais dédier ma vie aux autres. Et quand j'ai imaginé ça, en tout cas, c'était la raison, je pense, de mon existence, je me suis dit, l'argent est nécessaire en tant que protection, mais aussi en tant qu'arme. Et donc je me suis dit, il va falloir que je crée les moyens de mes ambitions. Et ces ambitions étaient très, très clairement définies très jeune. Et donc voilà. Et donc quand j'avais 17 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire, philanthropie, comme vous pouvez imaginer. La seule chose que je voyais, c'est qu'il y avait des inégalités au quotidien, qu'il y avait des gens qui, par l'endroit où ils étaient nés, par la famille, par beaucoup de choses, n'avaient pas les mêmes chances que d'autres. Et ça, très tôt, je me suis dit, je vais faire mon maximum pour lutter contre ça. Et c'est vrai que j'ai considéré que l'entrepreneuriat allait être certainement la meilleure voie pour y arriver. Alors aussi parce que je me suis rendu compte aussi que très tôt, que j'allais jamais être athlète professionnel. Alors, il y a un athlète professionnel qui aurait dû être là aujourd'hui. Je vais te faire mal un peu et faire mal à tout le monde parce que c'est un athlète exceptionnel, mais pas tant exceptionnel pour qu'il annule 2 fois de suite quand même sa présence ici. Donc, il y a, en tout cas, moi, j'avais pas ce talent-là. Ne pleure pas, il viendra l'année prochaine. Il n'y a jamais 2 sans 3. Donc, voilà. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Moi, l'entrepreneuriat était le sujet, en tout cas la capacité pour moi de devenir aujourd'hui qui je suis et ce que j'essaie de faire au maximum, c'est-à-dire d'aider les autres. Alors, d'accord, mais quand même, l'entrepreneuriat, c'est quand même prenant. Donc, comment ça s'insère finalement ça se distille, j'aurais tendance à dire, dans ton quotidien d'entrepreneur et d'investisseur. Comment ça fonctionne, comment tu tisses? En fait, déjà, ça se tisse différemment, certainement il y a 20 ans, quand je crée mes premières entreprises, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette solidarité, elle est dans tous nos gestes. Elle est de plus en plus dans tous nos gestes. Pourquoi? Parce que nous, en tant que citoyens, on a cette volonté, en tout cas, on a cette compréhension que ce n'est pas uniquement le bulletin de vote qui va nous faire avoir un impact sur la société, mais on voit que c'est notre acte de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas tous, mais certainement, en tout cas hier, c'est sûr, vous avez tous voté. Alors est-ce que vous avez tous voté hier d'après vous? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez avoir voté hier? Qui a voté hier? Il y en a quand même quelques-uns qui ont fait leur devoir. Et en fait, ils ont voté certainement comment? Pas avec un bulletin de vote cette fois-ci, mais avec leur carte bleue. Et ça, et voilà, bien joué. Et donc ça, c'est assez incroyable parce qu'on ne se rendait pas vraiment compte de ça il y a encore quelques années. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a certaines marques, certains groupes qui ne sont pas en phase avec nos valeurs, notre vision de la société. Et ça, c'est très nouveau. Et ça, les entrepreneurs le comprennent de plus en plus. Tu citais tout à l'heure quelques entrepreneurs que nous avons eu la chance de soutenir, mais qui connaît ici la marque Too Good To Go? Ouais, voilà, quasiment tout le monde. C'est une marque
c'est une entreprise qui fonctionne terriblement bien. La croissance, ils sont dans 14 pays en Europe, ils viennent de rentrer aux États-Unis, mais la construction de la marque s'est construite avec quelque chose qui parle à tout le monde parce que c'est du gaspillage alimentaire, c'est une vision que nous avons, encore une fois, du monde aujourd'hui qui est vraiment différente du monde d'hier. Mais je vais vous parler de Yuka, je vais vous parler de C'est qui le patron. Arrêtons-nous 2 secondes sur C'est qui le patron. Qui a déjà acheté un produit C'est qui le patron ici? Quelques-uns? Alors, c'est-à-dire que peut-être vous ne connaissez pas tous ce produit-là. C'est qui le patron? C'est une marque solidaire. Excuse-moi, je fais une digression, mais c'est important de voir qu'une marque qui n'aurait jamais pu exister il y a 10 ans de ça. Vous savez certainement, les taux de suicide les plus importants sont dans la profession des agriculteurs, en particulier de ceux qui sont des agriculteurs laitiers, ceux qui donc doivent au quotidien s'occuper de leurs vaches. Et pour ce faire, comme il y a peu de moyens, ils n'ont pas le temps de prendre des vacances, ils travaillent 7 jours sur 7. Et donc, il y a deux entrepreneurs qui se sont lancés à 50 ça en disant le prix de la bouteille de lait va être majoré de quelques cents d'euros pour que ces entrepreneurs, parce que les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs, évidemment, puissent avoir une vie correcte. Et par bouteille de lait, par litre de lait, c'est 4 cents d'euros. Alors, pour que le produit puisse être acheté par tout le monde, ils se sont dit, on ne va pas faire de communication, donc on va dépenser 0 € en communication et 0 € en vente. Comment c'est possible que 4 ans après leur lancement, c'est devenu la première marque de lait vendue en France? Première, hein. C'est quand même assez dingue. Première marque devant... De toutes les marques que vous connaissez, C'est qui le patron est la première marque de lait vendue en France, posée sur cette vision que nous avons tous. Si vous avez le choix d'acheter une marque dont vous savez va aider pour des petites sommes, mais des sommes importantes pour les gens qui sont en souffrance, vous allez plutôt utiliser ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Il a changé et aujourd'hui nous sommes tous des citoyens et c'est un devoir. Donc quand tu parles de philanthropie au préalable, moi je pense qu'on a tous un devoir citoyen. Alors est-ce que ça dépend évidemment de ceux qui ont gagné plus ou moins, mais en fait je ne crois même pas à ça. Moi je crois que c'est ceux qui nous touchent tous et c'est ceux qui nous fait être actifs. Et pendant des années, on s'est dit c'est pas nous, on ne va pas pouvoir être actifs, on va être dirigé par des gens la plupart du temps qui ne sont pas ici, qui ne sont pas en région, mais qui sont à Paris. Et bien ça c'est quelque chose qui est en train de changer. Parce que c'est nous qui voulons que ça change. Et c'est un point singulier des évolutions de société, c'est qu'on met toujours sur le système, on veut que ça change, et on ne veut jamais que ce soit nous qui soyons vraiment acteurs de ce changement. Aujourd'hui, on peut l'être. Alors, si tu permets une autre digression, je ne sais pas si vous connaissez, je sais que parfois le personnage peut être clivant, mais Pierre Rabhi, qui utilise, et je ne retiendrai que cette partie-là, qui utilise la métaphore du colibri. Il y a un incendie dans la forêt, tous les animaux de la forêt se regroupent forcément près d'un point d'eau, et il y a un colibri qui vient et qui, avec son bec, prend une petite goutte d'eau et va l'acheter sur le feu. Et les autres, en gros, se foutent de sa gueule et lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. » Et il dit « Je fais ma part. » Et je pense que cette image-là, elle peut être utilisée parce que finalement, tous individuellement, et comme Alexandre le dit avec sa carte bleue, avec un choix de tourner la main à droite plutôt qu'à gauche dans un rayon, finalement, on peut modifier petit à petit. Et c'est un lieu commun, mais les petites rivières font les grands fleuves, et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Alors, on va continuer cet entretien et découvrir. On va rester un petit peu sur la philanthropie, mais pas que, parce qu'on est sur un événement business and tech. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que Alexandre Mars peut faire ici? Bien entendu, on a cité les marques tout à l'heure, mais tu as créé la Fondation EPIC pour la philanthropie et le fonds d'investissement Bliss. Donc, c'est ces deux jambes-là dont on parle aujourd'hui. Mais Bliss, c'est pour des investissements dans la tech. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails et nous dire en quoi la tech, elle vient s'insérer dans ce schéma? Alors, les deux réponses. Un, pour moi, quand tu mets EPIC et Bliss, en fait, c'est très similaire. Ce qu'on fait chez EPIC, c'est qu'on va sélectionner, en fait, c'est un système de sélection des associations, des ONG, dans une dizaine de pays du monde, qui sont les ONG selon des critères définissables, c'est-à-dire d'impact social, de gouvernance d'entreprise, de management, qui sont de grande qualité. Et ça, donc, c'est un modèle qui nous permet de trouver ces organisations, puis après, d'aller voir des entreprises et des individus en leur disant « on a fait ce travail-là pour vous, on a trouvé des organisations qui ont un impact considérable sur la jeunesse et l'enfance, puisque c'est notre credo, pour ces jeunes qui sont
pas forcément nés du bon côté, qui sont voilà, les malchanceux du premier jour, c'est comme ça qu'on peut les appeler, et on va tout faire pour ces gens-là. Et ça, c'est la partie épique, avec aucun modèle économique. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est que nous faisons cette sélection-là, nous aidons, nous continuons le travail avec ces organisations que nous sélectionnons, et quand des gens nous rejoignent, 100% que ce que ces gens peuvent donner, ou ces entreprises, vont aller directement aux causes. Parce qu'une des grandes questions qui nous a été posée, et je pense que c'est celle peut-être que vous posez vous, quand vous donnez 1 euro, 5 euros ou 100 euros, vous vous posez toujours la question, mais combien de mes 100 euros partent vraiment à la cause? Et combien vont être pris dans les free structures et autres? Nous, on a décidé d'avoir un modèle parfait, pur. Est-ce que ça marche? Vous l'entendez ou pas? Un peu moins. Est-ce que je redresse ou je prends le micro main? Je pense que si tu redresses un peu, ça devrait aller. D'accord. Donc, prévenez-moi si vous m'entendez plus. Et donc, ça, c'est le modèle. Donc, on trouve des organisations sociales à impact, mais qui n'ont aucun modèle économique, puisque c'est que des organisations humanitaires. Bliss fait quelque chose d'assez similaire, puisque nous allons sélectionner, trouver, soutenir des organisations à impact, mais qui ont un modèle économique. Si je vous prends Too Good To Go, si je te prends Brut, si je peux en prendre comme ça d'autres, ces entreprises sont assez facilement définissables comme des entreprises qui ont une mission, dont l'entrepreneur a une mission, mais cette fois-ci, l'objectif, ça va être de gagner de l'argent. Et donc, pour moi, personnellement, comment ça s'intègre? C'est qu'il y a une partie qui va me permettre de générer des revenus afin de financer ce qui sera finançable toujours à perte, parce que Epic n'a aucun modèle économique, comme je vous l'expliquais au préalable. C'est moi qui vais payer tous les frais de structure pour que ce modèle soit pur, pour que les gens ne se posent plus la question, mais je ne vais pas faire, ou j'hésite à faire parce que je n'ai pas confiance, parce que je ne sais pas combien de mon argent va vraiment partir aux causes. Et donc on a décidé de faire quelque chose de totalement pur, pour qu'en fait l'un puisse financer l'autre. Donc voilà l'intégration entre l'entrepreneur, en tout cas la tech, et la philanthropie. Et en revenant juste sur la tech, on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises, je vous prenais l'exemple de Too Good To Go, mais on peut en citer, je pense que vous pouvez en citer autant que moi, de plus en plus d'entreprises qui, dans leur modèle, dans leur structure, vont intégrer, pas de la philanthropie forcément, mais en tout cas une mission, quelque chose qui va être totalement en ligne avec leur entreprise. Et ça, c'est intéressant parce que, de nouveau, il y a quelques années de ça, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, de plus en plus, en particulier pour une génération qui est la génération des moins de 30 ans, moins de 35 ans, il n'y a peu de place pour quelque chose qui n'intégrerait pas l'un et l'autre. Et donc, et c'est ça qu'on voit, c'est plus d'un côté le rendement et de l'autre côté essayer de faire le bien. On se rend compte de plus en plus que les deux doivent être associés, et parce que les gens ont compris aussi. Et je pense que vous connaissez tous Darwin. J'aime bien citer Darwin, pas pour paraître intelligent, mais juste parce que c'est le premier qui a écrit quelque chose sur l'évolution de l'espèce. Il a dit une phrase assez juste qui dit « c'est jamais les espèces les plus fortes qui survivent, mais c'est les espèces qui savent s'adapter ». C'est très important parce que notre pouvoir va faire s'adapter des gens qui sont à des positions de décision. Et donc c'est aussi ça qui est en train d'arriver. Tout à l'heure, tu citais nous en tant que consommatrices et consommateurs. Je vous cite aussi nous en tant que salariés. Je pense que le fait que de moins en moins nous voulons travailler pour des entreprises qui ne portent pas aussi ce message-là, fait évoluer l'entreprise dans ce sens-là. Et il n'y aura peut-être pas de grand soir, mais en tout cas, de plus en plus d'entreprises vont devoir s'adapter, parce que sinon, en plus de ne plus acheter certains produits, la majorité des gens ne vont plus pouvoir travailler pour ces entreprises-là. Et je pense que, je n'ai pas besoin de citer quelques secteurs d'activité qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à recruter, parce que la difficulté aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir assumer, même dans un petit comité, où travailler. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il commence à avoir un poids fort, qui est un poids en fait social. De là, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit consommer, ce qu'on doit acheter. Et je pense, en revenant sur le point essentiel de départ, c'est que nous pouvons être acteurs de changement. Nous pouvons être acteurs. Effectivement, il y a un vrai constat de tendance sur l'engagement de valeur des jeunes qui disent, moi, c'est pas l'argent en fait le truc, c'est le sens. Et c'est plutôt heureux. En tout cas, espérons que, au-delà de la tendance, ça devienne une généralité. On va parler investissement, parce que c'est aussi une de tes casquettes. Alors, on a tous nos intuitions, on a tous nos réseaux, notre expérience, mais il faut forcément de la méthode, en fait, quand on fait des choix d'investissement. Qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est là qu'il faut investir et que c'est là, et par contre, il faudrait fuir?
Alors ça, c'est, j'ai écrit, on a publié récemment un livre qui s'appelle Ose, justement tout le monde peut devenir entrepreneur, qui, dans un chapitre, essaye de théoriser un petit peu la séduction d'un investisseur. Parce que quand, évidemment, vous créez votre entreprise, il y a des chances, pas toujours, mais il y a quand même des fortes chances qu'à un moment ou à un autre, vous alliez voir soit une banque, soit un investisseur, un business angel, un capital risqueur. Et donc, j'ai essayé, enfin, c'est pas que j'ai essayé, j'ai dans ce livre-là mis beaucoup d'exemples, dont un chapitre qui va être vraiment sur ces critères-là. Nous, chez Bliss, on a une douzaine de critères que nous allons regarder, qui vont être assez spécifiques. Ça va aller être aussi bien de la taille de marché que vous allez essayer d'explorer, la qualité du management, le sens, pour nous c'est essentiel. Chez Bliss, par exemple, si vous n'avez pas une vraie volonté de travailler sur ces sujets ESG, enfin encore une fois ESG est un terme un peu fourre-tout où vous mettez tout ce qui est autour de l'environnement, du sociétal et de la gouvernance, mais c'est vrai qu'il y a pour nous une vraie volonté, il y a quelque chose qui existe depuis maintenant quelques années qui s'appelle B Corp, pour des entrepreneurs ici qui sont intéressés. C'est un modèle en fait assez intéressant, c'est une scène d'audit pour vraiment essayer de voir si vous répondez assez bien à ces critères-là. Alors, et donc nous, quand on va soutenir une entreprise, on va à chaque fois lui poser la question, est-ce que tu serais d'accord ou est-ce que tu es en phase pour devenir, en tout cas, de faire ce travail pour essayer de voir à quel point on en est sur ces sujets ESG. On a aussi un autre critère qui est très important dans nos investissements, c'est un critère de diversité où on va demander, en tout cas imposer, ce qui pour nous est essentiel, c'est-à-dire que pour tout recrutement de cadres, l'entrepreneur s'engage à avoir en finaliste au moins une personne qui soit sous-représentée dans l'entreprise. Ça peut être une question de genre, ça peut être une question sociale, régionale, ethnique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en fait un peu forcer la machine pour qu'il y ait une plus grande diversité. Ces critères-là, quand on s'associe avec les entreprises dont je vous ai parlé au préalable, ces entreprises-là ont accepté ces conditions-là très facilement. Si un entrepreneur n'accepterait pas ça, quel que soit l'entrepreneur, le succès de l'entrepreneur potentiel, on ne le soutiendrait pas. Parce que pour nous, c'est des critères qui sont essentiels. L'objectif de uniquement faire des moyens, c'est mieux comme ça? Ça marche pas? On va laisser finir peut-être le point. Et tu sais, tu veux que je prenne le micro-main? Ouais, t'inquiète, je fais ça. Okay, il faut déconnecter du coup le... Désolé, hein. Un petit peu de technique. Rien de grave. Vous allez m'entendre deux fois. Non, ça va. Il doit être allumé normalement. Je continue. Vas-y, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est un sujet assez important. Alors c'est vrai que nous, dans nos investissements, et ça va dépendre aussi la capacité, ou si votre entreprise elle est vraiment toute au démarrage, ou c'est un peu plus tard. Nous, chez Bliss, on attend plutôt des séries B. Alors je pense que ici, un certain nombre d'entre vous connaissez ces lettres-là, mais dans l'investissement tech, on parle en lettres. C'est assez étonnant, mais en tout cas c'est comme ça. Donc au premier investissement, souvent c'est ce qu'on appelle du early stage. Pour ceux qui connaissent, je suis désolé, et pour ceux qui sont béotiens par rapport à ça. Et puis après, on est en A, B, C, D. Et puis, bon, si vous êtes déjà arrivé là, c'est qu'il y a des grandes chances que ça va plutôt pas mal pour vous. Et après, il y a certainement une sortie qui peut être en bourse ou un rachat stratégique. La plupart des entreprises, il faut bien comprendre, hein, vont même pas au point A. Hein. Donc, parce qu'avant, il y a ce qu'on appelle donc early stage, qui est en fait la période entre l'incubation et le moment, enfin ça Frédéric tu connais ça parfaitement et je pense que la majorité d'entre vous aussi, mais ça me fait penser à quelque chose. L'entrepreneuriat, et de nouveau c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin Ose, parce qu'il y a 11 millions de Français et de Françaises, et encore plus après la Covid, hein, qui se disent mais moi j'ai envie d'entreprendre, et je suis pas sûr. Qui est entrepreneur ici? Il y en a quand même quelques-uns. Et qui voudrait, enfin pense à devenir entrepreneur? Quelques-uns? Donc voilà, donc en gros toute la salle soit l'est, soit va le devenir. Et ça c'est assez, à mon avis, symptomatique de notre société. Et c'est ça qui est assez génial. Et c'est pour ça qu'il faut aussi expliquer que l'entrepreneuriat, n'est pas tech, désolé. Hein. Tout le monde est entrepreneur tech ici ou pas? Non, hein, d'accord. Et ça c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on a aussi moi je pense que c'est un problème.
on nous met une pression, enfin nous collectivement, assez incroyable que si tu n'es pas un entrepreneur tech, si ton objectif c'est pas d'être unicorn et si c'est pas d'être station F à Paris, tu vaux rien. Et donc en fait, on se met une pression parce que globalement tu vas faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ce que tu as envie de faire. Et c'est l'inverse en plus de l'entrepreneuriat. Je te prenais tout à l'heure l'exemple de l'agriculteur qui est un entrepreneur. Je voyais le photographe aujourd'hui qui levait la main parce qu'il est entrepreneur. Et c'est ça le point, c'est que l'entrepreneur, il doit être protéiforme. Et si on accepte ça, et si on l'accepte encore plus en bien, c'est qu'on l'encense, on sera ravi de ne pas aller à Paris ou de changer sa perception par rapport à son succès. Le succès, il y a 10 ans ou 20 ans, c'était un nombre de zéros. C'était ça le succès. Succès, c'est, vous vous souvenez de cette phrase d'avoir, qui disait ça, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, c'était pas ça, je ne sais pas si c'était Séguéla ou Sarkozy, je ne sais pas qui avait dit. C'est Séguéla, ouais. C'était Séguéla, c'est ça. Sarkozy, c'était autre chose, je pense, c'était en se rasant, c'est ça, il pensait à la présidentielle. Mais ça, c'est, enfin, aujourd'hui, c'est suranné, et c'est ça, il faut pousser cet entrepreneuriat dans les régions, dans les villes, et démontrer que l'entrepreneuriat, c'est certainement pas, même si toi et moi on connaît bien la tech et on apprécie, on aime la technologie, mais c'est une petite partie de l'entrepreneuriat. Oui, clairement, c'est vrai que bon, ici on est sur cet événement-là, donc c'est sûr qu'on en parle, mais c'est tous les entrepreneurs qui sont comme ça, confrontés à ça. Alors, on va, si tu veux bien, juste, parce que là tu nous dis, pardon, je vote avec mes investissements, comme vous pouvez voter finalement avec votre CB. Ça c'est Bliss, mais finalement Epic là-dedans, ça me paraît indispensable, mais pourquoi Epic maintenant est nécessaire? Est-ce qu'en fait c'était pas possible avant? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi tout se met en place là depuis quelques années? C'est parce que c'est des gens comme toi qui le mettaient vraiment très en avant dans les médias, sur les événements, ou est-ce que tu crois que c'est générationnel? Pourquoi Epic est nécessaire? Alors, ce qui est intéressant quand on parle d'entrepreneuriat souvent, on parle toujours de timing. Je pense que pour la plupart des gens ici, vous avez monté quelque chose qui va certainement fonctionner parce que le timing est bon, ou potentiellement vous allez vous planter parce que vous avez pensé à quelque chose après les autres ou avant les autres. Et donc c'est ça qui est assez compliqué, hein. C'est ce sujet d'être dans le bon timing. Il faut énormément de travail, à mon avis, pour réussir, qui est la base, mais aussi avoir un bon timing. C'est un peu le même sujet sur cette partie de quête de sens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour ces jeunes-là, mais pas que, hein. C'est vrai que là aussi, c'est un peu comme si on dit que l'entrepreneuriat n'est que technologique. La quête de sens n'est pas que l'apanage des moins de 25 ans. Il est certain qu'une génération entière se dit, Frédéric, je suis désolé, ton Athéna doit se dire, ou va se dire bientôt, parce qu'elle est un peu jeune, mais ça ne va pas tarder. Elle a 11 ans. Voilà, c'est la fille de Frédéric, et mes enfants la même chose, mais qu'est-ce que vous avez fait? Maman, papa, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on n'a rien fait. La vérité, c'est que ça fait des années que l'égoïsme prédomine. Et c'est l'égoïsme qui est humain, hein. Enfin, encore une fois, on ne va pas... Et j'en fais partie, et quand tu étudies l'être humain, tu te rends compte que l'être humain, à chaque fois, il va d'abord regarder son nombril, son intérêt, mais jusqu'à un certain point. Et cet certain point, on y arrivait, et cet un certain point est poussé. Alors je ne vais pas prendre Greta comme un exemple, parce que c'est encore une fois, sans être un contre-exemple, c'est assez unique. Mais je pense que ça nous regroupe tous. Et c'est le point qu'on a fait tout à l'heure, c'est le lien depuis la première question. C'est que on pense tous, nous pensons, que c'est pas possible. C'est qu'on a accepté l'inacceptable bien trop longtemps et qu'on est capable, à notre petit niveau, ou à un niveau plus important, de faire quelque chose. Donc ça, je pense que le timing, il est très bon pour ça. Et c'est pour ça qu'on se dise, et on a les outils. Oublions pas, avant, on n'avait pas forcément les outils. On va en parler justement. En sachant que on ne peut pas, mais il y a quand même des forces contraires et certaines forces ont un intérêt majeur à ce que surtout cet état d'esprit ne devienne pas majoritaire. Et donc on assiste en fait, j'ai l'impression qu'on assiste à cette espèce d'équilibre entre deux forces contraires et on n'est pas certain en fait que ce soit la bienveillance qui l'emporte. En tout cas, c'est l'impression parfois que ça me laisse quand je vois ce qui se passe autour de nous. Alors, on va essayer de rentrer rapidement dans le concret par rapport à l'investissement, parce que tout le monde peut pas créer une fondation. Enfin, peut-être, mais bon, c'est pas forcément le but de tout le monde. Et tout le monde n'est pas forcément investisseur
encore que, et on va en discuter, parce que tout le monde ne pense pas forcément être un investisseur, mais concrètement, si j'ai pas une thune, comment je fais? Comment je fais alors tu évoques, ce serait bien d'ailleurs de l'évoquer maintenant, l'Epic Pledge notamment. Comment je fais? J'ai pas beaucoup d'argent. Comment je fais pour agir en dehors de voter avec ma carte bleue? Alors, chez Epic, justement, quand on a démarré Epic, on s'est dit, tu ne peux pas uniquement aller voir les gens en leur posant la question aux gens de donner. En fait, c'est une injonction ici qui est parfois difficilement compréhensible, en tout cas qui peut un peu agacer. En tout cas, moi, ça m'agacerait si quelqu'un vient me dire donne, ça veut dire que j'ai pas donné assez. Pourquoi tu dis ça? Qui tu es pour me dire ça? Et donc, en fait, quand j'ai démarré Epic, et c'est le sujet de tout entrepreneur, j'ai commencé avec une étude de marché. Et donc, je suis allé voir un certain nombre de personnes et je leur posais à chaque fois 2 questions. Donc, je vais vous poser ces 2 questions. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui ont donné du temps ou de l'argent à une cause sociale, une association, une ONG l'année dernière? Est-ce que vous pouvez juste lever la main? D'accord. Maintenant, laissez la main en l'air si vous pensez avoir donné suffisamment. Il y en a quelques-uns. Ça, c'est clair. Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui s'est ruiné là. Alors, voilà. Et ça, vous avez regardé autour de vous, ça, c'était mon étude de marché. Alors, ça va vous paraître d'une simplicité biblique, mais c'était une étude de marché. C'est-à-dire que où que je sois allé, je l'ai fait dans pas mal de villes. C'était il y a 7 ans de ça, avant de démarrer Epic. J'essayais de comprendre, en fait. Je me suis dit, dédier sa vie aux autres, c'est beau sur le papier, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Et moi, dédier ma vie aux autres, pour être très transparent avec vous, c'était pas être entrepreneur. Moi, mon rêve, c'est être travailleur social. Voilà. C'était mon rêve, d'être travailleur social, de faire le travail, être dans les tranchées tous les jours, construire les écoles, faire les puits, donner à manger. Et c'est ça qui me donne égoïstement, parce que c'est égoïstement le plus de plaisir. Et j'ai une discussion, une certaine révélation il y a 7 ans de ça. Je suis avec un ami à qui j'explique, et il me pose une question assez simple. Et pourquoi je partage avec vous? Parce que c'était des moments essentiels dans une vie. Il me dit, Alexandre, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis, mais je t'ai expliqué déjà 3 fois. Il me dit, Alexandre, combien de personnes peuvent aller servir un repas? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que servir un repas, je pense qu'une partie des gens ici ont dû faire une fois une maraude ou servir à quelque chose. C'est simple. Il faut avoir une bonne bienveillance, le sourire, vouloir se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, mais c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de compétences, de skills, de cas spécifiques. Son point, c'était quelle est ton unicité? Et bien pour nous tous, il faut arriver à définir son unicité. Moi, mon unicité, c'est que je suis un bon entrepreneur. Je comprends les choses, j'arrive à les adapter, j'arrive à développer des solutions pour répondre à un besoin, et je sais le faire à l'international. Est-ce que c'est ça que j'aime faire? Parce qu'à côté de ça, j'avais cette volonté d'être travailleur social. Travailleur social, c'était potentiellement me faire très plaisir, mais aider 50 vies, 100 vies. Ben, j'ai pris une autre dimension, enfin une autre direction à travers Epic. Ça fait 6 ans que nous faisons ça, nous sommes dans 11 pays du monde. On a changé des centaines de milliers de vies en faisant quelque chose, en apportant des solutions. Donc j'ai fait un bon choix il y a 7 ans, mais quand je vous parlais de mission, la mission n'est pas forcément ce qui va vous donner le plus de plaisir. En revanche, c'est votre utilité qui est en fait l'utilité de chacun. Et pour parler des solutions, parce que tu abordais ce sujet-là, à ce moment-là, je suis allé voir les gens, je leur dis, on va essayer de réfléchir à des solutions. J'en parlais tout à l'heure aux camarades de Metz, Mécènes Solidaires qui sont là. On avait cette discussion avec, par exemple, des stades de foot. Et je demandais à Saint-Symphorien, ça serait génial que le FC Metz fasse ça. On a fait ça, par exemple, avec le top 14. On a monté des tribunes solidaires. Tribune solidaire, c'est si tu... Alors moi, je viens du sud-ouest, c'est pour ça, que j'aime les régions, et donc je suis plutôt rugby, mais j'aime bien le foot quand même. Et donc, on allait voir le top 14, donc finale de rugby. Vous allez pouvoir prendre votre place dans une tribune qui sera solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une partie de votre billet va partir à des causes sociales. Et en fait, c'est dans le modèle économique de l'entreprise. On a monté ça avec l'Olympia aussi. Donc ça pourrait être ici. Venons ici, dans ce centre-là, et faisons que la prochaine fois que quelqu'un vient se produire sur cette scène-là, il y a un rang. Nous, on a pris le rang E, donc 5e rang, qui est le rang épique, qui est un rang où on sait que tous les gens qui veulent avoir un impact, mais minime, parce qu'on a vu qu'avec le don, il fallait toujours que ce soit indolore. En fait, il faut qu'on soit toujours dans une position où que ce ne soit pas trop douloureux. On en parlait tout à l'heure, par exemple, organisons à Metz une journée solidaire où on sait que dans toutes les boutiques
où on irait acheter, vous savez que ce jour-là, disons le 5 septembre, 1%, 2%, 3% puissent aller à des causes locales. On ne dit pas qu'il faut l'envoyer à l'autre bout du monde. Les problèmes sont partout et localement, ils sont importants. Et en fait, c'est monter des solutions pour ne pas aller voir les gens, les haranguer en disant « il faut que tu donnes plus ». Et tu parlais du pledge. Le pledge, c'est pour tous les entrepreneurs qui sont ici. On a beaucoup d'entrepreneurs qui venaient nous voir, qui disaient « moi, j'ai envie d'en faire plus, mais je n'ai pas d'argent, ton point. Virtuellement, peut-être que ça vaut quelque chose, mon entreprise, mais je galère pour la monter, j'y suis pas encore, c'est compliqué. Et je donnerai après. » Et il y a une valeur forte quand tu dis tu donneras après, mais parfois tu ne le fais pas forcément. Parce que quand ça arrive et quand tu gagnes un peu d'argent, parfois tu oublies, ou parfois tu dis les taxes sont importantes, il y a toujours des raisons parfois pour ne pas faire. Et donc on a monté la promesse, le pledge, donc les Epic Pledge, pour que les entrepreneurs puissent en fait s'associer à un mouvement beaucoup plus grand, qui dit moi je m'engage à donner un pourcentage, quel que soit ton pourcentage, de ton entreprise, enfin des gains que tu feras avec ton entreprise le jour où tu auras du succès. Et en fait, ça te met dans une mécanique, par rapport à toi, par rapport au travail considérable que tu fais et des heures que tu passes, par rapport à tes employés, par rapport à tes partenaires, par rapport à tes financiers, par rapport à tes consommatrices. Enfin, ça, c'est assez important. Et donc, c'est quelque chose qu'on a développé dans beaucoup de régions, beaucoup de pays, qui en fait nous dépassent en fait, et qui tu promets en fait le futur. Et c'est toujours plus simple de promettre le futur que de donner le passé. Ok, donc c'est assez simple, une promesse contractuelle, je suppose. Il y a quelque chose de très concret qui se passe. C'est pas que du vent, en fait. Contractuel, mais c'est le principe d'une promesse et pas d'un contrat. C'est que la promesse, si demain tu ne t'engages pas ou tu ne fais pas ce à quoi tu t'es engagé, le problème, on va pas venir te poursuivre. C'est ta conscience, c'est ce que tu as envie de faire pour les autres. Donc le sujet, en effet, c'est contractuel, c'est-à-dire, c'est le terme contractuel n'a pas le bon mot, en tout cas il y a une promesse, donc il y a un document que tu vas signer, et on va espérer que tu iras jusqu'au bout et que le jour où tu auras un peu, ou beaucoup, tu partages ça avec la communauté. Depuis que tu as monté ce système, excuse-moi d'utiliser ce mot qui est un peu malheureux, je trouve, mais là je suis en live, est-ce que tu as un exemple, peut-être connu ou un peu moins connu, d'une entreprise qui est allée au bout ou d'un chef d'entreprise qui est allé au bout de ce processus? Bien sûr, si tu prends, vous connaissez Brut, donc le média, si tu prends Guillaume Lacroix, qui est donc un des 3 cofondateurs, a signé la promesse, et aujourd'hui, quand il gagne de l'argent, il va donner de l'argent à des causes. Et donc, il y en a un certain nombre, il y a des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Et donc, en effet, c'est ça qui est assez génial, c'est que quand il arrive un élément de liquidité, ils vont donner. Mais après, c'est des entrepreneurs. On a monté ça aussi avec des fonds d'investissement, avec des entreprises qui disent moi, je vais donner 1%, 0,1% de mes revenus, de mes bénéfices. Si vous connaissez par exemple la marque Caudalie, je pense que vous connaissez certainement tous la marque Caudalie, beaucoup vendue en pharmacie, c'est des produits de beauté pour la plupart, ils donnent 1% de leurs revenus à des causes sociales. Et donc, c'est des sujets qui sont c'est des marqueurs, à mon avis, assez importants et de plus en plus importants. Donc ça, on voit cette évolution où on pense que ça doit être systémique. Si ce n'est pas systémique, ça sera compliqué, en tout cas, à faire que nous nous engagions, ou que nous pensions que ça ne soit pas uniquement une tendance ou une vague tendance. On veut que ça soit des choses qui soient là pour la durée. On parle beaucoup d'argent, forcément, parce que c'est le nerf de la guerre. Et beaucoup pensent, parfois à juste titre, ou peut-être parfois à tort, on va savoir, que le monde de la finance se soucie assez peu du reste, hormis la rentabilité maximale de son activité, de ses investissements. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est juste? Et comment on peut faire bouger, mais cette fois-ci, le monde de la finance? Moi, tu sais que bonne question, merci de m'avoir posé. Non, je suis avant tout un entrepreneur avant d'être un investisseur, donc j'ai certainement une vision qui n'est pas très éloignée de la tienne en disant est-ce que ce monde de Friedman, le monde de Friedman qui est donc cet économiste qui disait l'entreprise est là pour générer un maximum de rentabilité, l'actionnaire utilisera cette rentabilité pour acheter ce qu'il veut ou pour donner. Friedman n'était pas tellement un philanthrope, donc c'était plutôt pour acheter ou pour... C'est ça qui est en train, à mon avis, de totalement exploser en vol, de nouveau parce que nous ne l'acceptons plus.
Et pas totalement, en fait. Le plus n'est pas totalement vrai. Je vous ai pris l'exemple de C'est qui le patron tout à l'heure. Si vous prenez d'autres exemples, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Ecosia ou Lilo pour faire des recherches sur Internet? Ouais, de plus en plus. Ouais, il y en a, oui. Donc, tu vois, il y a des gens qui utilisent Yuka, je suppose, quasiment beaucoup de gens. Voilà. Et donc, on voit que de plus en plus d'entreprises et des investisseurs qui voient ça, parce que ces entreprises-là ont de plus en plus de succès. Alors après, quand je dis ça, il y a certaines limites. La limite, vous allez la comprendre dans un instant. Vous savez tous que cette marque à la pomme n'est Macintosh. c'est l'ancêtre. Donc Apple, j'en vois un là-bas, je vois un Mac ouvert là-bas. Vous savez tous que cette entreprise-là n'est pas parfaite dans sa vision du paiement des impôts. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Alors je vais vous poser... Valide. Oui, tous. Alors on essaie de les faire changer, c'est quand même assez compliqué. Ce n'est pas les seuls, vous allez me dire, hein, il y en a quelques-uns d'autres, mais prenons cet exemple-là. Je vais vous poser deux questions. Alors, la première est très simple. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une entreprise qui génère autant de profits, tu me rappelles à peu près les profits cette année? Tu t'en souviens à peu près? D'Apple 60 milliards, hein, 60, oui. de profit, hein, 50, mais oui. donc pas de revenus, de profit. Ne paie pas d'impôts en France. Est-ce que vous trouvez ça normal? D'accord? Maintenant, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont un Apple? Allez-y, allez-y. Voilà. Ah, je vois que oui, on essaie de trouver, oui, c'est pas ma faute, c'est l'entreprise qui m'oblige d'en avoir un, c'est connecté avec la famille, ainsi de suite. J'entends tous ces points. Ça veut dire qu'on a quelques progrès à faire, ça je veux dire. Mais il n'empêche qu'on est sur la bonne voie. C'est vrai que c'est inacceptable, ils sont très clairs. Là, tu parles de la finance, mais c'est inacceptable qu'aujourd'hui, dans quelques pays où nous sommes, des entreprises qui gagnent autant ne partagent aussi peu. C'est inacceptable. Donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on doit boycotter ces marques-là. Je le pense très sincèrement. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à penser ça. Et alors, c'est vrai qu'on commence à acheter du lait. Je pense très sincèrement que bientôt, on ira là. Parce qu'on sait très bien que c'est notre action qui va les faire bouger. Et donc, voilà. Ça, c'est un raison. Donc, il y a la finance, oui, certainement compliquée, mais pas que. C'est ça que je veux dire. Et ce sera à nous. Et je pense aussi très sincèrement que certainement pour la première fois, nous avons la capacité à faire bouger certaines lignes. Pas toutes, mais certaines lignes. Très bien. En tout cas, voilà. J'espère que tu auras convaincu déjà les personnes qui sont ici et bien au-delà, parce que c'est effectivement une lame de fond qu'il faut créer pour qu'elle soit irrésistible. On rappelle quand même que les banquiers, les financiers feraient rien, ou pas grand-chose en tout cas, s'il n'y avait pas des entrepreneurs et des gens qui bossent avec ces entrepreneurs pour créer une richesse. Et que c'est cette animation au quotidien qui finalement produit cette valeur. J'aime bien cet exemple d'Apple. J'aime vraiment bien. Et si tu permets, je vais le réutiliser vraiment à tour de bras. Tu peux prendre Amazon aussi. Hein. Oui, on les reçoit cet après-midi. Et merde. Stéphane, tu peux venir faire une danse, s'il te plaît. On peut toujours compter sur Stéphane. Non, mais prenons Amazon 2 secondes. Prenons Amazon 2 secondes. Amazon, je suis désolé, mais il y a 3 ans, je pense que ça va être partagé par tout le monde. Moi, en tout cas, à 3 ou 5 ans, recevoir un colis Amazon ne posait aucun problème. Aujourd'hui, je me cache. Je le cache, je dis, il arrive, je vois mes enfants qui sont pas loin, j'essaie de trouver une raison, pourquoi il est là, c'est pas moi, je sais pas qui me l'a envoyé. Et bien ça aussi, c'est intéressant. Chaque fois que je peux tenter de faire autre chose qu'Amazon, je le fais. Chaque fois. J'y arrive pas à chaque fois. Ils sont exceptionnels dans beaucoup d'aspects. Mais en tout cas, et ça aussi, c'est comme tu dis, c'est des lames de fond. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à penser comme ça. La Covid nous a fait penser autrement. Je pense, et je l'ai vu encore au quotidien quand on va faire les courses au supermarché, dans les hypermarchés, c'est maintenant de plus en plus produit en France. Enfin, à l'époque, tu vois, c'était quasiment l'inverse. Hein, c'était encore mieux d'acheter. Aujourd'hui, et nous tous, c'est pas du protectionnisme débile. Hein,
C'est aussi cette question de dire, pour l'environnement, est-ce qu'il faut vraiment... Je prends une autre marque que tu connais bien, qui est une marque qui s'appelle Castali. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément Castali, c'est une petite entreprise, start-up, qui est sur l'eau, en fait. Donc, ils vont construire des fontaines à eau, sauf qu'il n'y a pas du plastique, c'est vraiment... Ils vont voir les restaurateurs, ils vont à la restaurateur, ils disent au restaurateur, au lieu d'aller vendre ta San Pellegrino qui vient en fret, en camion, il y a peut-être, déjà il y a plus local certainement, et puis il y a potentiellement la capacité d'aller encore plus loin. Ces marques-là, on se rend compte, et on va voir les restaurateurs, là aussi c'est des lames de fond. Donc en fait, il n'y a quasiment plus un endroit, ou de moins en moins, où tu te dis déjà, il y a une autre option. Maintenant, l'option, et c'est essentiel aussi, c'est qu'il faut qu'elle soit au même coût. Parce que le point, il est essentiel, tu peux acheter bio, mais qui peut se permettre d'acheter bio? Pas tout le monde. Et c'est la même chose. L'intérêt de C'est qui le patron, c'est que le prix de la marque est la même. Donc, plus simple. Et donc là aussi, c'est un sujet de fond, et qu'on connaît bien, produire en France, coûtera certainement peut-être plus cher qu'ailleurs. Donc, comment faire? Comment être aidé? C'est des débats qui sont compliqués, mais en tout cas, on voit qu'on a tous envie d'autre chose. On sait aussi que plus on a une hausse de la production sur le territoire, plus on arrive aussi, pas jusqu'au bout, mais mécaniquement à faire baisser un peu le coût. On s'approche tout doucement de la fin de ce fireside chat, comme on appelle ça en bon français. Je voudrais juste... j'ai une question en particulier, parce que c'est souvent là que le bas blesse, entre guillemets, c'est-à-dire quand on doit communiquer sur des éléments. Et moi, je voudrais parler des métriques. Parce que finalement, comme on vient de le voir, on parle de taux de rentabilité, de valeur de revente, de nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger aussi de l'autre côté. Elles sont portées par les entrepreneurs, par les décideurs, et nous sommes tous des décideurs, comme on l'a vu au quotidien. Mais ces nouvelles valeurs, en fait, elles ont besoin d'être visibles, elles ont besoin d'être compréhensibles, au moins pour que les actions des entreprises qui les entreprennent puissent convaincre ceux qui les mettent en œuvre eux-mêmes déjà. Et donc, il s'agit de parler de la mesure du succès dans quelque chose qui finalement est pas idéologique, mais c'est un mindset. C'est une façon d'envisager le monde et son avenir. À ton avis, alors on a tous des dashboards, en tout cas la plupart des entrepreneurs, c'est quoi les métriques qu'il faudrait ajouter au dashboard pour dire, voilà, on vient de franchir des étapes. Est-ce qu'on peut finalement mettre des chiffres sur ce mouvement? Ouais, moi, je pense sincèrement qu'on peut. Et je pense que cette évolution-là va faire que ta rentabilité sera meilleure. Et là, on revient, tout est imbriqué. C'est du darwinisme, c'est nous qui voyons de plus en plus notre capacité à accepter, à plus accepter, à aller travailler pour les bonnes entreprises ou quitter les moins bonnes. C'est pas qu'un sujet d'entrepreneuriat, c'est un sujet de salariat, de citoyen. Donc moi, je pense sincèrement, les sujets ESG sont intéressants, dans le cas des critères ESG sont des critères intéressants parce qu'ils nous permettent justement de structurer cette pensée. Et ça, c'est assez... Moi, je fais partie des gens qui sont pour les quotas, par exemple. Si on a une minute pour en parler, les quotas sont un sujet qui ont été... En tout cas, le quota a été un sujet décrié parce qu'il y a une loi qui a été la loi Copé-Zimmermann en 2011, qui est la loi qui a instauré une parité, pas parfaite d'ailleurs, parce que souvent c'est 40-60, donc là aussi je me suis posé la question, est-ce qu'on parle de parité? Enfin, je n'étais pas très bon en maths à l'école, mais pour moi parité c'est 50-50, mais la parité voulue à ce moment-là c'était 40-60. C'est que, en tout cas pour les conseils d'administration, c'est que 40% des administrateurs dans les conseils d'administration des boîtes soient féminins. Et donc c'est assez intéressant, c'est qu'on était à un peu plus de 10% en 2011, on est à plus de 40% aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en 10 ans, une loi a permis de changer complètement une façon de faire, de penser, d'être. Les lois sont obligatoires. On doit légiférer, on doit imposer quand c'est nécessaire. Et les quotas, selon moi, et je me souviens des discussions que j'ai eues en 2011, est-ce que une autre question, désolé de vous faire participer autant, juste les femmes, est-ce que vous pouvez juste lever la main, les femmes qui sont pour les quotas? Alors toutes les femmes, est-ce que vous pouvez juste lever la main, que je vois les femmes qui sont dans ça, et donc vous pouvez juste baisser la main, celles qui sont contre les quotas, pour que je vois contre les quotas. Ouais, donc il y a vraiment il y a toujours un 50-50. Moi ça m'étonne toujours de 50-50. Toi tu es pour les quotas alors?
Ouais, génial. Mais en fait, il y a quand même il y a toujours une question, parce que parfois, cette question des femmes qui me disent, ben, moi, à cause de ça, on ne pourra jamais voir si c'est vraiment mon talent, si j'étais recruté pour ça. Et d'ailleurs, elles ont parfois raison, parce que souvent, c'est une génération que ça doit prendre pour pouvoir changer ça. Mais quand on parle de ça, on parle aujourd'hui de quotas ethniques, qui sont compliqués en France, parce qu'on ne peut pas, pour des raisons qui paraissent assez évidentes, pouvoir en fait faire des statistiques techniques. Mais ceci étant, si on ne va pas plus loin, si on n'oblige pas et si on n'impose pas, le monde ne changera jamais. Et c'est pour ça que notre rôle de citoyen est évidemment notre rôle de consommatrice et de consommateur, mais c'est aussi notre rôle de votant, en particulier dans tout ce qui est local, parce que c'est là où on a quand même le plus d'impact. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, je fais partie. Je pense qu'il faut que ces lois, et il faut continuer à travailler, à pousser pour que des lois soient des lois qui rapportent justement, qui amènent un peu plus de réalité du terrain, parce que la réalité, elle est là. Hein, c'est que le monde a beaucoup changé et qu'il faut en fait changer les lois avec le monde qui évolue. Alors, on a un peu dépassé. Je crois que tu es un peu contraint au niveau du temps, donc il faut surtout que tu gardes un œil sur ta montre, parce que tu connais mieux ton propre timing. Tu as vu passer pas mal d'entrepreneurs qui ont pitché. Alors, comme le temps est contraint, et tu n'es pas prévenu de ça parce que je viens de l'inventer à l'instant, je suis vraiment désolé de ce qui a... C'était en réponse à la misère que tu m'as fait tout à l'heure. Voilà, hein, on se défend. Ah, tu parles d'Amazon, c'est ça? Entre autres, en fait, mais je l'avais oublié celui-là, mais il était pas mal. Bien, hein, Steph? Il est parti, tiens, maintenant il s'est carré, il s'est barré. Tu sais ce que c'est, toi, qu'un elevator pitch? 1 minute pour convaincre, et puis à la fin, en fait, on rentre dans l'ascenseur, 1 minute après, on en sort, on a la carte de visite ou pas de l'investisseur à qui on vient de parler, sinon c'est une bonne claque dans le dos et bonne chance. La question n'est pas extrêmement compliquée, simplement, elle est dans la façon dont on va pouvoir résumer ça quand on s'appelle Alexandre Mars en 1 minute. Je lis la question, et je sais que tu vas nous parler peut-être de liberté citoyenne. Aujourd'hui, post-Covid, enfin on l'espère, peux-tu nous donner en fait ta vision de ce qu'est ou de ce que sera le monde, et surtout comment le reconstruire? On parle peut-être d'opportunités, d'obligations. Je lance pas de chrono, c'est plus ton timing. Donc, le monde d'aujourd'hui, même pas de demain, c'est le monde qu'on décide. C'est le monde qui sera celui dont on a envie de vivre. Je ne parle même pas de nos enfants. Hein. Je ne suis pas en train de réfléchir à ce qui se passera dans 2 ou 3 générations. C'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce monde aujourd'hui, parce que la souffrance, la difficulté, elle est quotidienne pour tellement de gens. Et pourtant, à côté de ça, il y a tellement d'opportunités, tellement d'argent, tellement de possibilités. Et ce que nous devons faire de plus en plus, nous, c'est cette connexion-là. C'est cette relation, c'est cette compréhension entre ces 2 mondes qui se sont affrontés ou qui se sont oubliés pendant des années, pendant des décennies. Et c'est ça aujourd'hui qu'on peut faire, et on le fait tous collectivement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que parfois des gens pensent qu'on peut tout faire. Non, une personne ne peut jamais tout faire. Et c'est pour cette raison-là que souvent on se dit « je ne le fais pas ». Parce que je suis seul ou parce que ça ne sera rien. Eh bien, c'est faux. Peut-être que personne ne peut tout faire, mais tous, ensemble, on peut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, quand on est nombreux, ça fait des changements qui sont des changements systémiques. Donc, n'acceptons plus l'inacceptable, n'abandonnons pas cette grande idée, cette idée qui est celle qui est la nôtre, c'est le pourquoi. Le pourquoi de faire tout ça. Et le pourquoi, il faut à un moment ou à un autre essayer de l'écrire. Et en tout cas, le pourquoi, c'est de vivre ensemble et de mettre en avant les régions, parce que ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la fierté d'habiter dans votre ville, moi, du Sud-Ouest, la fierté que j'ai de Toulouse, de Bordeaux, de Pau, de Biarritz, ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Tout n'est pas géré, managé, enfin c'est faux. Beaucoup de choses sont managées à Paris, mais ça aussi, il faut qu'on change. La centralisation n'est certainement pas la meilleure des choses possibles pour le futur et pour un futur équitable. Voilà donc rejoignez-moi. Alors j'aimerais qu'on fasse une ovation à Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi Frédéric, merci pour l'invitation. Alors je viens d'avoir une validation d'une dame qui est là, qui nous surveille du coin de l'œil depuis le début. On va avoir un petit peu de temps. On a
5 minutes. En 5 minutes, on peut faire peut-être 2 questions avec la salle. La première est toujours la plus dure, donc généralement c'est un petit peu... Mais je vois une main qui se lève. Levez les mains, s'il vous plaît, ceux qui auraient des questions. J'ai une dame qui est ici, et j'ai... Ça doit être Damien? C'est Damien qui est là. Pardon? Et il y a quelqu'un là-bas avec les 2 mains. 2 mains, ça fait... Alors, on va venir. On va rentrer, on va passer dans l'ordre. Voilà, le micro est en train d'arriver. Merci Alexandre, en tout cas, de te prêter à cet échange avec la salle. C'est à vous. Bonjour Alexandre, je m'appelle Jen, comme le salon. Bonjour Frédéric aussi. Jen, t'as vu? Jen. C'est beau le marketing de... Bravo. Ouais. J'ai votre livre, Ose, qui est ma bible de travail. Je suis entrepreneuse. Je suis formatrice consultante. Vous écrivez dans votre livre que vous avez couru toute votre vie après la chance, je vous cite, et que vous avez appris la résilience. Je suis formatrice en résilience et résilience organisationnelle. Je viens essayer, j'ai essayé de tenter de relever les traiteurs de France qui sont impactés par la Covid lourdement. A priori, je pense y être un petit peu arrivée. Je voulais savoir si justement dans mon plan de formation résilience, vous pensez que je puisse intégrer ou je sois obligée, pas obligée, mais en tout cas motivée à intégrer la philanthropie ou en tout cas un morceau, une part de mon plan de formation en philanthropie. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Pas forcément le terme philanthropie, mais solidarité, je pense, en effet, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui connectent. Et d'ailleurs, la résilience, si tu as une résilience, les résiliences, tu dois avoir derrière un objectif. Hein. Si t'es pas, la résilience, tu le sais mieux que moi certainement, j'étais résilient parce que j'avais une vraie mission. J'étais résilient parce que je devais y arriver. Et y arriver parce qu'il y avait une connexion de solidarité. Donc moi, ça a été un booster et surtout une trajectoire qui était définie. Donc, de toute façon, je vais te répondre aussi, c'est que dès que tu peux rajouter, et toute personne ici qui peut rajouter un once de cette solidarité dans son travail, moi j'en suis ravi, quoi, et bravo pour ce que tu fais. La résilience et de la solidarité, puisque moi je l'enseigne, c'est enseigné dans le plan de formation que j'ai fait. Mais la philanthropie, quand on la propose maintenant dans un cas Covid qu'on vient de rencontrer, les traiteurs de France se sont écroulés. Moi j'ai formé des structures qui ont perdu 80-90% de leur chiffre d'affaires. Donc j'y ai pensé, puisque je cite certaines de vos phrases dans mes plans de formation, à la rajouter, mais est-ce que c'est délicat en cette période? Parce qu'il faut jongler, on ne peut pas non plus leur demander tout et tout, quoi. Bien sûr, et donc en fait, c'est vrai que la solidarité va aussi d'un moment où tu peux te le permettre. Donc c'est là où j'entends ton point. C'est que pour moi c'était un objectif, même quand je ne pouvais pas me le permettre, ce qui m'a certainement aidé à sortir de là, mais ceci étant, pas mal de personnes disent mais c'est pas pour moi parce que je ne l'y suis pas encore. Ok, pardon, j'étais en train d'essayer de faire des signes pour que personne ne me voie. Ok, faut essayer. Faut essayer dans la... D'ailleurs, avant que le micro aille... Oui, justement, j'étais en train de lui demander de remonter déjà comme on anticipe parce qu'on a très peu de temps. Et donc, parce que tout à l'heure, tu parlais de Pause, donc c'est parce que tu lis Ose, mais il y a un podcast qui s'appelle Pause, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté, mais donc toutes les semaines, on interviewe une personne ordinaire qui a eu un parcours exceptionnel ou extraordinaire. Et donc ça aussi, c'est important, en parlant de résilience, parce que beaucoup de gens me disent « c'est pas pour moi ». Le nombre de fois que j'ai entendu « c'est pas pour moi ». Je suis pas né au bon endroit, pas dans la bonne ville, pas dans la bonne famille, j'y arriverai pas. Et donc on se met tous, d'ailleurs la plupart du temps, le plafond existe, hein, il ne faut certainement pas dire il n'y a pas de plafond, il existe. Mais toutes les semaines, justement, on fait venir des gens qui, alors ça va être des gens souvent que vous allez connaître, qui sont connus, mais ceux que vous ne connaissez peut-être pas forcément, c'est leur trajectoire. Et c'est cette confiance que ça peut donner. Et donc voilà, donc, je conseille ceux qui aiment et parfois écouter des podcasts, d'écouter surtout les bonnes plateformes, ça s'appelle Pause, et c'est des gens, voilà. Et cette semaine, on a fait Nico Rosberg, pour ceux qui sont fans de Formule 1, c'est assez génial, mais on a en effet voilà, tout un tas de sportifs, entrepreneurs sociaux, donc n'hésitez pas. La question ? À écouter. On avait là-bas 2 mains d'un coup qui s'étaient levées, donc on fait court, parce que ça va bientôt se terminer, il nous reste encore au moins une question, donc c'est à vous. Allô ? Ah, ok. Allô ? Le truc, c'est que je trouve que le combat que vous
défendez, est très respectable, etc., le fait de lier les petites entreprises pour grandir et évoluer. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec l'évolution, justement, qu'au bout d'un moment, une entreprise, peu importe laquelle, se dise « ouais, mais je veux faire plus de profit » et en fait, je me dis que c'est peut-être pas une si bonne idée. Et derrière, en plus, il y a des investisseurs, comme pour Amazon, il y a quelques années, on n'entendait pas tant parler de ça d'Amazon. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à investir, ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un gros monstre qu'il faut, oui, peut-être essayer de boycotter. Mais Dis-nous où tu veux en venir. Je ne comprends pas comment on peut rester dans cette stabilité, en fait. Comment vous projetez ce groupe d'entreprises dans 10 ans? En tout cas, pour affiner ce que j'avais pu dire au préalable, ces entreprises-là, selon moi, si toi, comme la majorité de personnes, se positionnent en acceptant moins, pas complètement, mais moins, je pense que ces entreprises vont devoir changer. Parce que les dirigeants vont changer, parce que les investisseurs sont en train de changer. En fait, c'est vraiment, moi je pense, alors tu vas peut-être me dire que je suis dans un monde de bisounours et que je rêve. Moi, au quotidien, je vois de plus en plus de gens qui sont en train d'évoluer. Darwin, moi ma réponse à ta question, c'est Darwin. Je te l'ai dit, Darwin, évolution de l'espèce. Les entreprises changent parce qu'elles sont obligées de changer. Donc tu as parfaitement raison, peut-être que Jeff Bezos n'est pas le plus grand philanthrope solidaire au monde, mais à un moment ou à un autre, peut-être, et peut-être pas pour ton il sera obligé de changer. Donc moi, la réponse que j'ai pour toi, c'est Darwin. C'est que si on accepte ce qu'on a accepté depuis 20 ans, ça ne changera jamais, ça sera encore pire. C'est à nous. Est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie d'être acteur du changement? Ou est-ce qu'on a envie d'être tranquillement dans son siège? Moi, je te dis qu'on est de plus en plus nombreux, et je le vois encore aujourd'hui, qui disent « c'est inacceptable. Comment on a accepté ça ?» Et moi, c'est fou qu'on ait accepté ça. C'est fou. Merci. On va prendre une dernière question. Je crois que le micro va redescendre par ici. Attention aux escaliers, mademoiselle, vous ne cassez pas la binette. Et lève la main, s'il te plaît. Voilà, la question est là. Ce sera la dernière, parce qu'après, Alexandre doit passer à la suite de son programme. Vous imaginez bien qu'il est chargé. Dernière question, Damien. Oui, bonjour. En fait, c'est une question qui est un petit peu dans la même direction de la précédente. C'est une question de taille, en fait, parce qu'on parle d'une marque à la pomme. Donc, si on veut plus de cette marque-là, on va aller chercher une marque avec un petit robot vert. Est-ce qu'elle est beaucoup plus vertueuse en termes d'impôts? On parle d'Amazon, on va retourner dans nos grandes surfaces qui, de ce qu'on en dit, ne sont pas forcément beaucoup plus vertueuses en termes de la façon dont elles traitent leurs employés. Donc à titre personnel, on peut essayer de faire autre chose en s'équipant avec du Linux, en soutenant Framasoft qui fait de la dégooglisation d'Internet. En attendant, tout ça, ça tournera toujours sur des processeurs Intel ou autres marques qui nécessitent des investissements colossaux pour fonctionner. Faire Facebook aujourd'hui ou remplacer Facebook, il y en a qui ont essayé, Diaspora, tout ça, machin. Il faut des investissements qui sont tellement énormes que justement, en fait, on pourrait dire je vais voir ailleurs, mais en fait, si on va voir ailleurs, on reste dans le club, en fait. On reste dans le club des GAFAM, si je parle de la techno. Donc, on ne montre pas à ces conglomérats-là, enfin, à ces entreprises-là, qu'en fait, on veut autre chose. Il n'y a pas le moyen de montrer autrement. Donc, comment on pousse ces sociétés-là à changer de l'intérieur pour pas juste les jeter avec l'eau du bain, en fait, tout simplement. Mais comment, effectivement, on les pousse pour qu'elles changent et qu'elles deviennent plus vertueuses? Très bonne question. Je ne te dis pas que d'autres entreprises, même puissantes, ne font pas bien les choses. Donc, c'est pas du moment que tu es puissant, grand et que tu as besoin d'investissements importants que tu es mauvais. Je te dis juste que la première chose qu'il faut faire, c'est payer ses impôts. Point barre. Moi, après, le reste, bien évidemment, il faut bien s'occuper de ses employés, mais ça, personnellement, je ne sais pas si Intel le fait ou ne le fait pas bien. Ce que je sais, c'est qu'Intel paie ses impôts en France. Peut-être que tu as été un ancien d'Intel, c'est ça? Non, donc, mais ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, me dépasse les choses, c'est les choses visibles. C'est ça que je peux dire. Après, on commence à avoir d'autres options. Tu as raison, sur les téléphones, tu as le Fairphone qui existe. Est-ce qu'il est de qualité haute? Pas forcément, tu as raison, mais sur beaucoup, tout à l'heure, je posais la question d'Ecosia et de Lilo. Ecosia et Lilo, c'est deux moteurs de recherche
qui nous permettent, un qui va permettre de financer des organisations sociales et l'autre de planter des arbres. Eh bien, si tu ne veux pas utiliser Google, n'utilise plus Google, c'est faisable. Pas surtout, c'est qui le patron est un bon exemple. Tu as raison, mais c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens comme toi et d'autres qui disent, sur ce segment-là, on va créer une offre alternative. Ça ne sera pas fait sur tout, mais en tout cas, et puis surtout, l'objectif, ce n'est pas dire que les entreprises, du moment qu'elles sont au CAC 40 ou au Nasdaq, non, pas du tout. Je dis juste, il y a des choses nécessaires qui sont des choses qu'on peut arriver à trouver. Payer ses impôts, pour moi, c'est juste, c'est vraiment l'ancien monde, d'essayer de trouver des voies pour ne pas les payer. Voilà.